Alors, Mameri Touré, bonjour. Oui, bonjour Marc, comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. On va parler de ce thème-là, de l'agro-industrie que tu connais très bien parce que c'est un monde que tu côtoies depuis plusieurs années maintenant. On va voir Exact. qu'est-ce que ça représente, par exemple, d'être responsable automatisme dans une boîte qui fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Tu vas nous expliquer tout ça. Exact, Du coup, c'est écoute, challengeant. Ouais. ce que je te propose, ça serait déjà de te présenter un peu à ceux qui nous écoutent, ton parcours, qu'est-ce qui t'amène jusque-là aujourd'hui? Ok, alors merci Marc déjà pour l'opportunité. Je pense que on me connaît plus ou moins sur les réseaux sociaux parce que j'aime beaucoup l'industrie Mmh, et je ne fais que parler de ça. mmh, Alors, il faut dire que déjà, j'ai eu mon bac, un bac E au lycée technique d'Abidjan en 2002 et j'étais assez amoureux des chiffres, donc j'ai décidé d'intégrer une école d'ingénierie qui est l'INPHB de Yamoussoukro, qui est la prestigieuse école de la sous-région également. mmh, Alors, j'ai fait 6 ans là-bas et j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en électronique et électricité aussi. mmh, Donc, après, je me suis spécialisé en automatisme en intégrant dans un premier temps un groupe d'intégration Alliance Schneider qui était Thierry à l'époque, mmh, qui est aujourd'hui Butech. Avant d'être Butech, c'est passé NG. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui forme de bons automaticiens. Et à travers cette entreprise, j'ai parcouru quand même la sous-région pour le développement de pas mal de projets, mmh, à savoir dans le domaine du riz, dans le domaine du gaz, dans le domaine du GPL. Et c'est pas mal de projets qu'on a fait ensemble pendant environ 4 ans, où je le département, tout ce qui est développement lié à l'automatisme. mmh. Et après ça, j'ai été tenté par une autre aventure vers une industrie, voilà, cosmétique, qui est Grandour. Mmh. Alors, avant d'intégrer Grandour, il faut dire que j'ai été contacté par ABB, qui avait un projet dans cette entreprise dénommé Industrie Connectée 4.0. Donc, l'idée, en fait, c'était d'automatiser toutes les lignes de production, depuis les systèmes ERP jusqu'au produit fini. Donc, le projet, il était assez immense et c'était vraiment intéressant. C'était une très belle opportunité aussi pour moi. Et à travers ce projet, j'ai découvert pas mal de choses, surtout le produit ABB, Mmh. le système 810A, qui était la solution qu'on utilisait là-bas. Et l'idée du projet, c'était de fiabiliser en fait les produits cosmétiques qu'on faisait. Et donc, il y avait une chaîne de valeur, il y avait une chaîne de mesure qu'il fallait faire, installer et tout. Mmh. Alors, la petite histoire, c'est que j'ai bossé avec un directeur d'usine à l'époque. Je pense que tu dois le connaître, M. Pienyan. Exactement. Alors, il fallait réaliser le projet sur 2 ans. Et puisqu'on travaille avec des intégrateurs qui étaient en Inde, et le projet tardait, donc, vu que j'étais déjà automatisé, j'ai proposé à Pierre, écoute, je pense que toutes les installations sont déjà là. Ce que Mmh. je propose, on peut déjà installer un prototype pour montrer un peu la fiabilité du projet. Mmh. Et là, j'ai ressorti un cahier de charge, le bilan des entrées sorties, tout ce qu'on voulait. Et on a commandé des automates, toujours ABB, mais maintenant du 500, du Bien. AC500. Et Mmh. j'ai automatisé 5 process, c'est-à-dire les process 1, 2, 3, 4 et 5, avec des pupitres AC 800 aussi. Et Mmh. ça marchait parfaitement. Le PDG est venu, ils ont vu l'ampleur que ça pouvait prendre. Ce Mmh. que je dis, en fait, c'est que ce sont des projets qui sont assez innovants. Et mais derrière, en fait, c'est ce que gagne en fait l'entrepreneur qui opte à automatiser ses lignes de production. En termes de Exact. ressources, en termes de saving, costing, tout ça, ça y va avec. Donc, Mmh. c'est un projet qui était très, très innovateur. Et aujourd'hui, je pense que le projet suit son cours parce que je pense que d'autres entreprises devaient prendre comme modèle ces genres de projets-là, Bien accepter sûr. de sortir de cette précarité. Mmh. Et ce projet, je l'ai suivi pendant 4 ans. Et je suis sorti quand même assez satisfait de ce que j'ai apporté à cette entreprise. Oui. Et après ça, j'ai intégré Sifka. Voilà, Sifka, qui, par le biais de son entreprise Sania, qui est une filiale en fait de Sifka et de Mmh. Wilmar. Alors, Sifka, comme on le dit, c'est un grand groupe. Ils sont le premier employeur en Côte d'Ivoire. Mmh. Et Wilmar, ils sont leaders dans le monde, dans le domaine comme on appelle, oléagineux, c'est-à-dire tout ce Mmh. qui est palme, transformation de palmier à huile.
Et aujourd'hui, ces deux entreprises ensemble constituent en fait les leaders dans le domaine de l'huile en Côte d'Ivoire et même, disons, en Afrique. Ok. Et là, je suis là-bas en tant que chef de département E&I, c'est-à-dire tout ce qui est électricité, instrumentation et développement de projets liés à l'instrumentation et à l'automatisme. Aujourd'hui, et aussi, j'ai un autre chapeau de Regional Aid pour tout ce qui est Afrique francophone. Bon, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est seulement 2 pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et le Maroc. Dans le temps, le Sénégal, mais je pense que le Sénégal est en train de le quitter dans le groupe. Pour dire que quand même, là-bas, j'ai quand même une belle casquette, c'est un grand groupe. Et je pense que déjà, en termes d'industrie connectée, ils sont très avancés. Et je pense que c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup également. C'est ça, c'est ça. Voilà, donc voilà un peu simplement mon parcours en tant qu'ingénieur industriel. Excellent. Et voilà un peu ce que les différentes entreprises. C'est très impressionnant parce que, alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'écosystème industriel en Afrique subsaharienne, tous les groupes dont tu parles là, tu vois, Sanya, Wilmar, Sifka, Gandour, Thierry, enfin, c'est vraiment des gros acteurs. Donc, je pense, bon, ceux qui connaissent, ils arriveront à identifier, mais je trouve que c'est assez intéressant finalement que tu aies réussi à combiner finalement ton expérience d'automaticien, parce que c'est comme ça que tu as commencé à la base, notamment avec monsieur Madou qu'on connaît tous les deux. Et ensuite, tu as réussi à l'apporter dans le monde industriel sur des projets pour proposer des idées, pour simplifier les process. Donc, je trouve ça assez intéressant, tu vois, finalement, de garder cette fibre technique-là, même quand tu prends en charge un département dans une usine. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et donc, ça veut dire qu'en ce moment, tu fais des allers-retours assez fréquents entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, c'est ça? Exact. Parce que là, il y a un projet d'installation d'une nouvelle usine. Donc, je suis souvent là-bas pour le commissioning avec les intégrateurs de solutions qu'on a là-bas. Et en même temps, je profite pour faire un peu l'audit des installations électriques, d'instrumentation et d'automatisme. Et j'essaie d'apporter ma pierre pour une meilleure installation et pour que le projet soit viable. Ok. Non, mais c'est excellent. Écoute, en plus, ça permet de découvrir. Alors, tu as parlé déjà un peu du monde de l'agro-industrie avec la transformation des oléagineux. Chez Sanya, vous produisez de l'huile alimentaire, hein, c'est ça? Avec quoi comme marque? Alors, Sanya, c'est plus Dinor. Je pense que c'est la marque que tout le monde connaît. Exact. Mais il y a aussi Palme d'Or. Palme d'Or, c'est le brand en dessous du Dinor, mais qui est aussi bien commercialisé sur le. Très bien. Ouais, donc, c'est des marques assez connues, pareil, dans la sous-région Ouest Afrique. Bon, on ne fait pas seulement que de l'huile, on fait d'autres produits aussi dérivés de l'huile, à savoir la margarine. La margarine, en fait, est aussi en fait de l'état, qui sont des produits dérivés de l'huile, qu'on peut vendre aussi à d'autres entreprises qui sont beaucoup plus optées sur le volet savon et cosmétique. Excellent. Oui, par rapport à ça, effectivement, l'huile de palme est assez variée en termes de débouchés. Il y a un industriel camerounais là, que je suis qui s'appelle Bertin Chofo. Il a une boîte qui s'appelle Pafik. Il transforme aussi de l'huile de palme. Et lui, il a l'habitude de dire que l'huile de palme, c'est de l'or gras. Parce que derrière, tu peux décliner ça en plein de produits, huile, savon, margarine, comme tu as dit. Donc, lui, il appelle ça comme ça, or gras. Et du coup, en termes de transformation, donc ça... Sanya, on va dire, c'est vraiment le fer de lance sur la partie oléagineux pour Sifka. C'est quoi les autres filières de transformation et surtout, c'est quoi les filières qui sont les plus prometteuses en ce moment? Avec Sifka ou bien en général en Côte d'Ivoire? Déjà avec Sifka, mais aussi en général, si tu peux donner au moins un petit avis. Alors, bon, je vais dire avec Sifka, je pense que le secteur qui est plus prometteur actuellement, c'est le secteur de l'huile. Voilà, qui est un secteur qui est assez viable parce que tout le monde consomme de l'huile. Et aussi, le second secteur qu'on regarde aujourd'hui, c'est le secteur du sucre parce qu'il faut dire qu'il y a Sucrivoire aussi, qui est une filiale de Sifka, qui fait la transformation de sucre, de canne à sucre en sucre, qui est assez prometteur. Et aujourd'hui, il y a un autre secteur de Sifka qui est SAPH, c'est-à-dire la transformation du caoutchouc naturel. Alors, avec la nouvelle usine qu'ils sont en train de mettre en service très bientôt. Je pense qu'on passe de 3 usines à 4 usines de SAPH en Côte d'Ivoire. Donc, ce sont des différents secteurs qui sont assez porteurs.
Mais ajouté à ça, on a d'autres secteurs à ça, comme l'anacade aussi, qui est assez porteur. Et, et aussi le cacao. Voilà, le cacao, c'est vrai qu'on on néglige ce secteur-là, mais il y a pas mal de PME qui ont commencé à se lancer dans la transformation en chocolat. Oui. Mais jusque-là, c'est encore flatteur parce qu'on ne rentre pas vraiment dans le vif du sujet pour vraiment industrialiser ce secteur-là, qui est toujours la propriété des grands groupes. Bon, je ne dirais pas que je suis forcément lié à ce qui est national, mais les grands groupes comme Cargill et Cargill et moi qui ne transforment pas forcément le produit fini en masse en Côte d'Ivoire. C'est ça. Et ça reste généralement un produit semi-fini qu'ils exportent à l'étranger pour une transformation beaucoup plus poussée. C'est ça. Alors, je pense que l'idée aujourd'hui, c'est de vraiment nationaliser ce secteur, avoir une industrie assez pointue pour pouvoir faire de la transformation en masse en Côte d'Ivoire et pourquoi pas les commercialiser avec les Européens. Je pense qu'on aura beaucoup plus d'opportunités dans ce sens. Et en plus, je crois que l'État de Côte d'Ivoire est en train de vraiment attirer des investissements dans ce sens-là. L'objectif, c'était, je crois, 50% de transformation locale d'ici 2030. Donc, c'est sûr que ça va aider les PME à grossir et puis à attirer aussi d'autres acteurs qui voudront transformer peut-être l'intégralité de leurs matières premières en local. Donc, pour le secteur industriel, c'est assez prometteur. OK. Et donc, maintenant, si on revient sur la partie huile de palme que tu connais très bien, j'aimerais comprendre un peu, si tu veux, les tenants et les aboutissants, même si en quelques minutes, on ne peut pas tout expliquer, mais c'est quoi, toi, tes principaux indicateurs quand tu fais de la production d'huile? Alors, bon, déjà, moi, je suis un support à la production. Je suis du département électricité et instrumentation. C'est-à-dire, on a pas mal de chaînes de valeur d'instruments installés sur les différentes productions pour s'assurer de la fiabilité. Donc, le premier indicateur que nous, on regarde généralement, c'est la disponibilité de nos équipements. Ça, c'est l'indicateur clé en termes de maintenance, en termes d'intégration. Et après, le producteur, il te dira que son indicateur de performance, c'est le tonnage qu'il fait, en fait, par jour. En plus du tonnage et la qualité du produit. Voilà, il faut dire qu'à Sania, on est subdivisé en pas mal de départements. Il y a un département qui est chargé de l'électricité, il y a un département maintenance, il y a un département production, il y a un département aussi qualité. Et chacun a ses indicateurs de performance. Donc, quand tu arrives à la production, son indicateur, c'est la qualité, c'est le tonnage jour qu'il fait, la qualité. Quand tu arrives à la maintenance, tu te diras plutôt, je suis plus opté sur la disponibilité de mes machines, sur le taux de maintenance préventive exécuté, sur le taux de maintenance curatif, ce sont des indicateurs qui parlent. Et tout ça lié, en part, je ne sais pas si tu as bien parlé du OII, qui sont un peu le TRS. Le TRS, exactement. Donc, tout ça ensemble, ça te sort en fait le TRS lié à l'activité en temps réel. Donc, aujourd'hui, je pense que Scania est dans cette optique-là de digitaliser toutes ces informations-là et les rendre plus possible réelles. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait dans plusieurs entreprises, c'est que ce ne sont pas des choses forcément c'est toujours mécanisé. Ce sont des informations que les gens relèvent, ils prennent sur des feuilles. Donc, l'erreur humaine, il est toujours là. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de digitaliser et avoir ces informations en temps réel. Je pense que le groupe SIF Wilmar est déjà dans cette tendance-là, de TRS en temps réel, que ce soit les utilités, que ce soit la production, que ce soit même la qualité. Tout est là et on a les informations liées à la production en temps réel. Donc, l'idée aujourd'hui, comme je disais, les indicateurs de performance, ça permet aux décideurs de savoir quel est le business qu'ils font, si le business est rentable ou pas, en temps réel. Donc, comme je disais, il y a la qualité, il y a la disponibilité des lignes, il y a la performance même des lignes, qui sont des indicateurs clés sur lesquels on travaille beaucoup plus en industrie. Très bien, très bien, très bien. Et ça, oui, avec l'objectif de digitaliser, finalement, vous êtes déjà dans l'étape, on peut dire 4.0. On arrive tranquillement à ces taux d'innovation-là, donc c'est intéressant. Et alors, un autre challenge dont tu m'avais parlé, c'était l'énergie. Alors, la Côte d'Ivoire a quand même une grosse production d'énergie. On en avait parlé avec Pater Nkula dans l'interview précédente, une puissance totale de 2 gigawatts. Mais par contre, on a quand même de temps en temps des coupures électriques. Donc, comment tu gères ce challenge-là? Comment tu arrives à compenser ces moments où, pendant X heures, on n'a pas d'énergie?
faut dire que dans l'entreprise où je suis, partout que je suis passé, on a toujours installé une sous-secours. Généralement, la première sous-secours qu'on a, ce sont les groupes électrogènes. Ok. Alors, les groupes électrogènes, ce sont des équipements généralement qui peuvent produire jusqu'à plus de 5000 kVA sur une industrie qui est existante pour pouvoir s'écouler en cas de coupure. Il faut dire que déjà, à Sanya, on a beaucoup investi dans ce domaine-là parce qu'en 2020, nous avons été frappés par un délestage. J'explique que dans le domaine de l'huile, généralement, lorsque tu as une coupure, ne serait-ce que de 2 minutes, ta production est retardée de 6 heures. Ouais, parce qu'il faut remettre en température après. Il faut remettre la température, il faut faire le vide de l'installation pour que le cycle essaie de reprendre. Donc, tu perds environ 6 heures. Donc, avec ce genre de délestage, le business prend un coup. Et l'idée aujourd'hui, c'est de se pencher plus vers des sous-secours, savoir les groupes électrogènes et même des panneaux solaires. Je pense que ce sont des projets quand même qui sont en vogue actuellement. Et la source actuellement qu'on utilise, c'est beaucoup plus les groupes électrogènes qui sont reliés à notre power station. Voilà, donc généralement, quand il y a une coupure, il y a un débarrage automatique des groupes qui est fait derrière. Pour pouvoir plus ou moins, il faut dire qu'en général, en Côte d'Ivoire, la CIE est assez stable, hein, donc il ne faut pas quand même pointer du doigt la CIE, c'est assez stable. Donc, en termes je ne dis pas qu'il faut secourir la production à 100%, mais tu essaies de quand même secourir. Tu peux secourir et dès que le courant revient, tu essaies de mettre le plein pot. Parce qu'il faut dire après derrière que le coût du gasoil est très coûteux, c'est plus de 4 à 5 fois plus. Quand tu produis avec du gasoil, en termes de rentabilité, c'est que tu chutes. Donc, l'idée derrière, c'est de ne pas de trouver à plein pot sur nos groupes secours, mais de pouvoir quand même tenir les différentes utilités le temps que la CIE revienne. Donc, l'idée derrière, c'est un peu ça. Mais généralement, quand il y a une longue coupure, je pense que la CIE, quand même, en tant qu'une entreprise sérieuse, envoie des courriers pour nous avertir, pour qu'on puisse prendre des dispositions afin de ne pas forcément perturber la production. C'est ça, sur des grosses industries. Voilà. Et les groupes électrogènes aujourd'hui, ce sont des équipements assez critiques dans les usines. Donc, généralement, il faut mettre un plan de maintenance préventive qui est assez poussé. Et il faut installer des équipements assez prédictifs dessus pour pouvoir avoir des informations en temps réel sur ces installations-là. Parce que ce qui arrive généralement, lorsque vous avez l'électricité qui est assez stable, les groupes électrogènes, généralement, ne sont pas vraiment suivis. Oui, voilà. On oublie même de les démarrer souvent. L'idéal aujourd'hui, c'est de mettre une procédure de démarrage, ne serait-ce qu'une fois par mois, voilà, pour voir un peu la fiabilité de ces groupes-là et pouvoir aussi pérenniser un peu le taux de production en cas de coupure. Si. Ouais, très intéressant. Donc, en général, ce sont non, mais on voit clairement quelles sont les contraintes et comment finalement on arrive à les surmonter niveau technique, mais aussi avec des solutions d'organisation. Et si on regarde maintenant le parc de machines, je sais qu'une bonne partie quand même des machines, que ce soit en Afrique subsaharienne ou dans d'autres pays, sont importées. Ça arrive de quel pays principalement? Bon, principalement, actuellement, c'est la Chine qui domine un peu ce domaine de machines en Côte d'Ivoire. D'accord, ok. Alors, j'ai été dans le domaine cosmétique et généralement, c'est les Chinois qui étaient majoritaires. Mais tout est une question de spécialité. Alors, quand tu prends, par exemple, dans le domaine de la margarine, ce sont les Allemands qui sont assez spécialisés avec l'entreprise SPX. Je ne sais pas si tu as déjà parlé d'SPX. On regardera. En fait, ce sont des industriels qui ont développé des machines pour le traitement de la margarine. Alors, quand tu rentres dans tout ce qui est fabrication de bidons et autres, je pense que les Chinois sont en train de prendre le dessus. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que dans les packs machines, on a environ 70 à 80% de liés aux Chinois et les Malaisiens en général. D'accord. Donc, comme je me dis, chaque secteur, oui, Asie du Sud-Est, ouais, ils sont beaucoup plus représentés en Côte d'Ivoire. Ok, c'est intéressant parce que on en entend parler des équipementiers chinois qui commencent à vraiment être présents sur l'industrie africaine, mais là, de t'entendre dire ça, je me rends compte finalement que ça pèse quand même
assez dans le paysage machine, finalement. Ce n'est plus, par exemple, des machines qui vont arriver d'Italie ou de France, c'est carrément Inde, Chine, Asie. Et ça, il faut pouvoir le prendre en compte. En termes de maintenance, du coup, est-ce que ça te pose des soucis ou c'est facile à maintenir? Non, en termes de maintenance, je pense que tout est lié au cahier de... Ok. Alors, on a une petite coupure, on va attendre que ça charge revienne. Chine. Okay. Voilà, donc ce sont des choses quand même qui sont déjà planifiées. Mmh. Tout ce qui est gamme de maintenance préventive, il faut que le fournisseur de machines nous donne ça. Et après, nous, on va consolider et puis les rentrer dans notre ERP pour pouvoir faire un suivi derrière. Ok, ouais, donc tu arrives quand même à faire respecter un certain nombre d'exigences qui font que derrière, ben, tes machines, elles arrivent avec un certain standard pour que tes équipes ensuite puissent les maintenir. Donc ça, c'est pas mal. Et ok, donc ça, tu as des équipes internes pour faire la maintenance. Est-ce que tu travailles souvent avec des prestataires externes et comment tu vois un peu leurs prestations? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils font bien, des choses qu'ils font un peu moins bien? Comment tu vois les choses? Alors, comme je dis, généralement, quand tu achètes une nouvelle machine, ce qu'on met généralement, ce sont des périodes de garantie. Et durant les périodes de garantie, la maintenance, généralement, est assurée par le fournisseur de machines sur 2 ou 3 ans. Donc, il peut venir chaque 6 mois quand il arrive, il fait sa maintenance préventive, mais on profite en même temps de sa présence pour faire la formation de nos différents agents sur place pour pouvoir prendre la main à prendre la période de garantie. Mais toutefois, est que ce genre de machine, généralement, il faut toujours prévoir au moins un diagnostic par le fournisseur de machines 1 fois par an pour t'assurer que derrière, tes maintenances font du bon boulot, en fait. C'est l'idée derrière. Juste du diagnostic, s'assurer que la maintenance est suivie. Et derrière, il peut te fournir des informations qui te seront quand même utiles pour pouvoir pour continuer à utiliser ta machine. Donc derrière, on ne peut pas forcément se passer de prestataires. On utilise des prestataires. Oui, on utilise des prestataires, à savoir les groupes électrogènes, comme ce sont des équipements généralement qui ont des représentants ici. Donc on a des contrats de maintenance souvent avec ces entreprises-là pour s'assurer de la fiabilité, parce que ce sont des gens de métier quand même qui s'y connaissent. Avec le produit de l'huile, donc tout ce qui concerne un certain type de maintenance, on préfère aller avec des spécialistes dans le domaine. C'est ça. Donc, ok. Donc on a souvent les prestataires, ça arrive. Ok. Et très bien. Alors, en termes de donc l'environnement technique, on voit un peu à quoi ça ressemble. Maintenant, je voulais qu'on parle un peu des compétences. Donc, tu travailles avec différents corps de métier, enfin, les électriciens, les automaticiens, tes collègues, managers. Et d'après toi, c'est quoi les expertises qui manquent le plus, que tu as du mal à trouver en local? D'après ton expérience, ancien automaticien et maintenant manager technique, c'est quoi ces expertises-là qui manquent le plus? Ça peut être, je sais pas moi, sur la partie technique ou même au sein des managers, peut-être une connaissance du monde industriel ou qu'est-ce que tu observes, par exemple, en termes de recrutement, où est-ce que tu prends le plus de temps pour recruter? Après, peut-être qu'il n'y a pas forcément de Alors, bon, je pense qu'on ne va pas se blaguer. Hein. En termes de métier, l'automaticien, il se fait assez en Côte d'Ivoire. C'est vrai que ces dernières années, il y a quand même pas mal d'écoles quand même qui essaient de faire des études d'automatisme, mais c'est encore. Donc, généralement, ce sont des étudiants qui viennent, par exemple, d'Europe ou encore du Maroc, qui a quand même des polytechniques qui forment des automaticiens. Alors, je dirais plutôt l'automaticien parce que l'électricien, généralement, il est facile de les avoir. Un mécanicien, c'est du standard. Je veux dire, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup plus d'objets connectés. Et lorsque tu approches l'intégrateur pour lui parler de refaire un peu tes installations, il te dit carrément, je préfère que tu t'adresses, par exemple, à des groupes comme Schneider Electric ou Siemens. C'est vrai qu'ils ont des partenaires ici. Voilà, les constructeurs de lignes, ils ont des partenaires ici avec qui ils travaillent.
Donc, généralement, ces partenaires-là, ils ont des formations qu'ils ont reçues directement de ces grandes entreprises-là. Donc, généralement, quand tu as ces genres de projets, tu peux t'approcher. Mais le problème, le hic aujourd'hui, c'est que les spécialistes dans ces domaines-là ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ils sont obligés de les faire venir de projet pour essayer d'aider l'équipe locale pour faire certaines choses. Alors, moi, je pense que cette volonté soit politique. Voilà, je pense que c'est un truc qui est en train de prendre de l'ampleur. Il faut que les politiques prennent le devant pour essayer plus ou moins de développer nos écoles de formation en automatisme, parce que ça n'existe pas, franchement. Même à l'INP, c'est vrai que depuis 5 ou 6 ans, ce sont des choses qui sont en train de se développer là-bas. Mais je veux dire, si c'est à l'INP qu'on doit aller se former seulement en automatisme, je pense qu'il y a un grand écart. Ouais, ça serait juste une goutte d'eau, une seule école parmi plus. Après, est-ce que le fait faut plus sensibiliser les écoles là. Il y a certes cette volonté politique là pour développer les formations et les écoles pour monter en compétences, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu d'employabilité? C'est-à-dire, imaginons, je suis un jeune, je vais me former à l'automatisme à l'INP. Finalement, pour ne pas trouver de boulot parce qu'on va faire toujours venir des experts de l'étranger pour maintenir les machines. Donc, je me pose la question, finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un souci du côté des industriels d'embaucher un peu plus, tu vois? Les jeunes. C'est peut-être. Je pense que le besoin en automatisme est là. Ouais, c'est un peu des deux. Le besoin, il est là. Et pas loin que la semaine dernière, il y avait des entreprises qui cherchaient des électriciens, mais des électriciens avec une bonne connaissance de l'automatisme. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, beaucoup d'entreprises ont compris qu'il est préférable d'avoir des lignes beaucoup plus automatisées que d'avoir des beaucoup plus mécaniques. Donc, le besoin, il est là. Mais ce que je regrette un peu, c'est qu'en termes de sensibilisation des écoles, pour essayer de mettre en avant ce type de formation est encore lent. Et je pense que, comme je dis, la majorité des automaticiens viennent de l'INPHB. Et on sait qu'en l'INPHB, par an, on ne forme que certainement peut-être 10 automaticiens ou encore 20, si je veux être un peu plus large. C'est encore insuffisant. Bien sûr. Je pense qu'il va falloir quand même intégrer les grandes écoles, essayer de les sensibiliser à la formation de ces jeunes-là. Pour voir, parce qu'il y a pas mal de métiers liés à l'automatisme. On ne le fait pas seulement Il y a des gens, moi par exemple, quand j'ai fini, j'ai d'abord été développeur automatisme lié aux automates Schneider. Je ne faisais même pas encore de supervision. Et après, j'ai fait des certifications avec le M500 de Schneider, avec PCView, j'ai quand même une bonne expérience. Et aujourd'hui, je fais du CMS avec WinCC TIA Portal. Bien. Et ce sont des choses que j'ai appris moi-même. On sait dire l'école te donne le B.A.-ba, mais je pense que après, t'es autodidacte. La force d'un jeune, c'est voilà, c'est surtout ça. Il faut apprendre à aller loin, il faut apprendre à chercher et proposer des solutions surtout innovantes. Comme on le dit, il ne suffit pas d'automatiser, mais quand tu finis d'automatiser, il faut que derrière, tu vois un peu l'apport que tu apportes à l'entrepreneur qui décide d'automatiser. C'est ça. Donc, il y a pas mal d'études qu'il faut faire derrière pour voir un peu le coût. Voilà, quelle est la rentabilité liée à ce projet d'automatisation que tu fais. Il faut pouvoir finalement. Aujourd'hui, ce sont des choses qu'il faut mettre en avant. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas que le côté technique. Ce sont des choses qu'il faut mettre en avant lorsque tu abordes le sujet. Ouais, c'est clair. Il faut mettre ça carrément en avant parce que ça va coûter quelque chose à ton industriel. Il faut pouvoir montrer qu'est-ce que ça lui rapporte en retour, quoi. Et en termes de sensibilisation, du coup, auprès des jeunes, je crois que tu mènes un projet en ce moment. Tu m'en parlais là d'un séminaire avec les municipalités. Si tu peux en parler un peu. Ouais. Alors, le projet, comme je disais tantôt, aujourd'hui, je pense qu'après le bac, généralement, les élèves n'ont pas beaucoup d'orientation en ce qui concerne les métiers liés à la technique. Donc, après le bac, généralement, les parents qui sont bien informés, ils orientent directement leurs enfants dans les écoles polytechniques. Mais à 80%, 60%, les élèves sont un peu livrés à eux-mêmes. Donc, le but de ce séminaire-là, c'est de travailler avec les municipalités, surtout les différents maires, et leur montrer un peu l'intérêt des métiers liés à l'industrie. Et je pense que j'ai commencé déjà avec Trècheville, avec l'ONUDI l'année dernière. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'attaquer Yopougon, qui abrite la plus grande zone industrielle de Côte d'Ivoire. Ouais. OK. Ouais, c'est important, ça, je pense. En plus, de montrer un peu aux jeunes, parce qu'aujourd'hui, tu vas dans les zones industrielles sur les différentes lignes.
C'est pas forcément des gens de métier qui… Alors, avec mon expérience que j'ai eue à Yopougon, il faut dire que il y a pas mal de jeunes quand même qui vont chercher du boulot, mais ils vont chercher du boulot parce qu'ils n'en ont pas, en fait. Donc, quand ils travaillent sur des lignes pour faire juste de la collecte de pots dans des cartons et tout ça. Et je lui dis, avec le temps, si l'industrie connectée prend de l'ampleur, ces métiers vont tendre à disparaître. Et je pense que ça va créer encore un taux de chômage beaucoup plus élevé. De chômage. Ouais. Donc, déjà, c'est de… Exact. Donc, déjà, c'est de sensibiliser les jeunes là à ces différents métiers liés à l'industrie, à savoir l'industrie connectée, à savoir la mécanique, à savoir même les finances aujourd'hui intègrent l'industrie connectée 4.0. Tout est lié. On les utilise pour faire tout ce qui est analyse et gestion de données derrière. Et les mécaniciens aujourd'hui, ils interviennent dans l'industrie pour leur support en termes de technique. Et l'électronicien même peut intervenir, l'informaticien peut intervenir, l'automaticien en grand nombre peut intervenir. Donc, c'est un corps de métier qui ensemble tout le monde. Et c'est que les gens ont tendance à dire généralement que c'est un métier qui envoie le chômage. Je dirais non, il faut essayer de voir la chose autrement. Et plus on industrialise nos activités aujourd'hui, plus on les automatise au maximum, normalement la production sera beaucoup. Non, mais c'est clair, il y a une création de valeur, si on regarde en net, qui est beaucoup plus supérieure si tu arrives à un fonctionnement automatisé, plutôt que si tu restes sur un fonctionnement classique, ça c'est sûr. Alors là, ça a coupé un petit peu. Plus fluide, la production. Ouais. On va commencer avec la commune de Yopougon et après on va l'étendre sur les autres communes. Ok. Et bah, tu nous diras la date, en tout cas, comme ça on passera l'annonce. C'est un très beau projet, je pense. Bah, ça me fera plaisir de voir. Hein. Ben, avec plaisir, si j'ai l'occasion d'y être, sans problème. Ouais, c'est… Ok, ben, écoute, je pense qu'on a parcouru pas mal de thématiques. On va peut-être s'arrêter là pour pas que ce soit trop lent. On a pu aborder… 32 minutes. Oui, non, mais c'est pas mal. On peut continuer encore. Écoute, ouais, l'agro-industrie, la transformation d'huile de palme, là, les différents acteurs, les machines, les métiers, les compétences, on a balayé pas mal. Alors, juste pour conclure, peut-être avec un dernier mot, souvent j'aime bien poser la question, tu vois, à ceux avec qui j'échange en interview, c'est leur avis sur l'avenir, et en particulier l'avenir de l'industrie. Toi, dans ton cas, ça serait pour l'Afrique subsaharienne. Qu'est-ce que tu verrais comme tendance dans l'industrie d'ici 2030, par exemple? Un avis un peu général. Alors, je pense que le thème est déjà lancé. On passe plus de digitalisation aujourd'hui. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, la digitalisation est en train de prendre le dessus sur tous les corps de métier. Et l'industrie est en marge de cette digitalisation-là. Donc, je me dis que dans les années 2030, les entreprises seront beaucoup plus optées automatisation. Et je pense que je ne dirais pas qu'il y a pas mal de métiers qui vont disparaître. Les produits seront assez fiables et les coûts de production seront assez faibles. Et je pense qu'on aura beaucoup plus de concurrence qui seront sur les coûts plus que sur la qualité. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut louer. Et je pense que la Côte d'Ivoire a compris, parce que lors de mon master, je pense que j'ai fait un thème dessus. L'industrie connectée, quel impact sur l'économie en Côte d'Ivoire et tout. Et les gens en parlent, mais il y a beaucoup de personnes encore qui n'ont pas encore vu l'ampleur de la chose sur l'industrie. Et quand je parle d'ampleur, c'est en termes de rentabilité. Et je pense que les jeunes comme toi, je pense que ce que tu fais, c'est assez louable. Il va falloir quand même intégrer même les entreprises, les amener à opter digital, les amener à opter connecté et leur montrer surtout l'impact que cette transformation-là aura sur l'industrie en termes de rentabilité. Donc, je pense que ce sont des choses qu'il va falloir administrer correctement. Ce n'est pas évident que l'Afrique, quand même,
jusqu'en 2030, on sort quand même de cette qualité-là. Mais je pense qu'il faudrait mettre des moyens. Ça sera une volonté politique. Voilà. Et il y a un message à faire passer, tu vois, par des personnes qui connaissent un peu l'avantage de tout ça, tu vois, des gens comme toi qui connaissent l'intérêt à la fois financier, mais aussi en termes de ressources humaines. Tu as parlé des emplois qui vont disparaître, mais il y a des emplois qui vont être transformés. En gros, la personne, au lieu de faire des choses mécaniques, va s'adresser à d'autres choses qui ont une meilleure valeur ajoutée. Et c'est comme ça que tu améliores ta compétitivité. On est dans un contexte de concurrence internationale. Si on n'est pas capable d'avoir une industrie compétitive, ben, du coup, on coulera. Donc là, il y a un enjeu aussi peut-être oui, c'est ça, de subsister finalement dans le futur par rapport aux concurrents qui sont finalement partout dans le monde. Ok, bah, écoute, merci pour ce mot de la fin. C'était très enrichissant là, de discuter avec toi. On va suivre du coup ton séminaire là, qui va démarrer bientôt pour la promotion de l'industrie auprès des jeunes. Et puis, je te dis encore merci pour ton temps, pour cet entretien. Merci Marc, ce fut un plaisir. On reste en contact. Merci Maméry. Ouais, merci à toi. Allez, bye bye.